Théorie de l'espoir incarné. Il y a des moments où l'on perd foi en l'humain, où la déception, la violence du monde ou l'indifférence des autres nous coupent l'élan. Tout semble s'effondrer et même les gestes les plus simples, une main tendue, un mot sincère, deviennent rares, presque irréels. Dans ces silences lourds, il ne reste parfois plus rien à quoi se raccrocher, alors nous nous raccrochons à ce que nous pouvons quand cet espoir s'efface. C'est notre regard sur le monde qui vacille et avec lui notre manière d'y être. Ces tristesses, ces mots, avant qu'ils ne soient éventuellement transformés, disent quelque chose de nous. Parmi toutes les manières d'y faire face, il en existe une qui permette de ne plus continuer à passer à côté du monde que nous disons ou avons dit vouloir. C'est à travers cet angle transformateur que j'explorerai la dimension de la confiance en l'humain. Ce n'est pas de la philosophie abstraite ni un idéal à incarner, c'est une approche profondément pragmatique qui va suivre. Comment peut se déployer la foi en l'humain, notamment lorsque tout nous pousse à ne plus y croire? Chapitre 1. Quand l'espoir vacille. 1.1. Qu'est-ce que l'espoir? L'espoir est un mouvement de l'être vers un possible avenir. Ce n'est ni qu'un simple souhait ou anticipation, mais une disposition intérieure qui nous met en relation active avec l'avenir. Il est la conviction intime, souvent ténue mais tenace, que quelque chose qui n'est pas encore peut advenir et que notre existence peut s'en trouver orientée, améliorée. Plus qu'un sentiment, l'espoir caractérise une force d'orientation. Il cristallise nos perceptions, éclaire nos décisions et nous permet de maintenir un cap même lorsque le chemin est obscur. Il est le souffle qui anime la persévérance, la lucidité qui refuse la résignation et parfois la fragile certitude qui nous empêche de sombrer. De manière plus rigoureuse, l'espoir n'est pas extérieur à nous, mais notre manière de nommer une croyance qui serait fragilisée, comme sur le point de rompre, ou alors il serait une croyance qui tente en vain d'exister en nous. Il est aussi la preuve silencieuse que notre esprit n'est jamais entièrement prisonnier du présent. Si l'espoir peut prendre diverses formes matérielles, relationnelles, existentielles, elles convergent toutes vers une même source. Derrière l'espoir d'une réussite, d'une rencontre ou d'une quête de sens se profile une conviction plus fondamentale. La croyance que cet avenir pourra être habité, partagé et rendu possible par d'autres. En ce sens, je crois que la plupart des formes d'espoir trouvent leur origine ou leur condition même d'existence dans l'espoir en l'humanité. 1.2. L'espoir en l'humanité, le socle fondamental. En effet, parmi toutes les formes que peut revêtir cet élan, l'espoir en l'humanité se distingue par son caractère fondamental. Par humanité, j'entends désigner à la fois l'ensemble des êtres humains considérés comme un tout et la disposition à la bonté et à la bienveillance envers ses semblables. C'est cette double dimension, celle des humains comme groupe et celle des qualités qu'ils peuvent manifester, qui font de la portée de l'espoir que nous plaçons en eux. Ainsi, l'espoir en l'humanité n'est pas un espoir parmi d'autres. Il est la condition de possibilité qui donne son sens et sa viabilité à tous les autres. La confiance est l'une des forces les plus puissantes qui structurent la vie humaine. Elle agit souvent de manière invisible, mais une grande partie de ce qui compose nos sociétés repose sur elle. Les échanges économiques, l'argent, les contrats, les projets collectifs, les institutions, les engagements, la parole donnée, les savoirs, les histoires, tout cela suppose une confiance minimale entre les individus. Sans cette base, rien ne tient durablement. La confiance ne rend pas seulement les échanges possibles, elle donne aussi du sens à l'expérience de vie. Une grande partie de ce que nous vivons, cherchons ou construisons prend sa valeur dans la reconnaissance, le lien, la coopération et la participation à quelque chose de plus large que nous. Le tissu social n'est pas seulement un cadre d'organisation, il est aussi un générateur de sens.
de réalité partagée. Lorsqu'une confiance minimale existe, les relations humaines prennent une forme particulière. Les désaccords peuvent être discutés sans être interprétés comme des attaques. Les erreurs peuvent être comprises comme des imperfections plutôt que comme des intentions hostiles et les échanges restent possibles même lorsque les positions divergent. La confiance transforme profondément la manière dont nous lisons le monde social, dont nous rencontrons les autres et dont nous nous situons à l'intérieur d'un groupe humain. Perdre foi en l'humanité, c'est voir se dissiper la conviction en la capacité des êtres humains à manifester de la compassion, de la générosité, de la solidarité, de la fiabilité et du respect, par exemple. Cette perte de foi ne signifie pas croire que tous les humains sont mauvais, même si elle s'exprime souvent ainsi dans le langage courant. Elle signifie plutôt douter que ces qualités, ce cœur sensible de l'humanité, cette conscience du lien qui nous pousse à l'entraide, à la dignité partagée et à la reconnaissance mutuelle, soient assez solides, assez répandues ou assez puissantes pour fonder notre confiance et orienter notre avenir commun. Croire en l'humanité est d'abord un acte intérieur. Pourtant, dans sa forme initiale, souvent naïve et invisible, une fois ces dynamiques humaines intériorisées comme une constante des êtres, cette croyance peut naturellement s'accompagner, presque inévitablement, d'une logique, d'une attente, d'une évidence. Celle de voir cette conviction se répéter et être constamment renforcée par le monde extérieur. Elle peut aussi nous avoir placés en amont dans une posture de juge ou d'observateur tournée vers les autres et leurs actions. C'est précisément lorsque cette attente implicite, qu'elle prenne la forme d'une demande, d'une colère, d'un rejet ou d'une simple tristesse, se retrouve heurtée, rejetée, fragilisée par l'effet brut de la vie, que notre posture peut glisser si tant est qu'elle n'a pas toujours été ainsi. Le regard qui observait, plein d'une confiance acquise et invisible, se met à scruter avec amertume et désillusion. Nous pouvons alors entrer dans ce que j'appelle le cycle de l'espoir projeté. Chapitre 2. L'espoir projeté. 2.1. Perdre foi en l'humanité. Lorsque cette confiance disparaît, les rapports changent profondément. Les interactions deviennent plus défensives, les intentions sont interprétées avec suspicion et les échanges se rigidifient. Le bénéfice du doute disparaît, remplacé par l'anticipation du conflit ou de la tromperie. Les comportements de prédation ou de protection peuvent alors se multiplier. Celui qui pense qu'il sera laissé pour compte peut chercher à se servir au détriment des autres. Celui qui se sent exclu peut finir par agir contre le groupe dominant. Celui qui n'a plus confiance en la société pour lui permettre d'atteindre les objectifs socialement valorisés par les moyens valorisés peut le vivre comme une violence sourde. Certaines idées ou certaines structures peuvent accentuer la fragilisation du lien de confiance. Le principe méritocratique, par exemple, peut devenir pour certains une violence quotidienne. Un état imparfait peut alors être interprété comme hostile ou malveillant. À l'inverse, lorsqu'une confiance minimale existe encore, les erreurs, les limites ou les décisions contestables peuvent être reconnues sans être immédiatement perçues comme une volonté globale de nuire. La critique reste possible, mais elle ne repose pas sur la certitude que tout serait dirigé contre nous. J'ai toujours vu le monde comme profondément et quotidiennement violent. Une violence qui se manifeste aussi dans les silences, dans les absences de réponse, à travers des indifférences normalisées, des exclusions, des rejets quotidiens, des attentes, des objectifs et des sélections socialement construites. Perdre foi en l'humanité est une expression courante, mais elle recouvre des réalités différentes. Il y a la fragilisation, un état où la confiance est ébranlée, devenue douloureuse et précaire, mais où une lueur persiste. Et il y a ce qui s'en approche sans jamais l'être tout à fait,
la perte totale qui impliquerait un changement si radical qu'il deviendrait intenable. Retirer l'espoir en l'humain, ce n'est pas affaiblir un idéal abstrait, c'est détruire le socle invisible qui rend toute coexistence possible. Sans cette base, les comportements changent immédiatement et radicalement. Sans cette confiance minimale, la vie humaine cesse d'être une coexistence pour devenir une simple cohabitation sous tension. Si je ne crois plus que l'autre puisse vouloir mon bien, je ne m'en approche plus, je ne vais plus chez autrui, je ne tends plus la main, chaque interaction devient un terrain où je me protège, la coopération disparaît. On n'échange pas avec quelqu'un dont on est convaincu qu'il va nuire. Sans confiance partagée, plus de projets, plus d'organisation collective. La défense devient la norme. Quand je ne crois plus que tu puisses ne pas me nuire, je me protège comme si l'attaque était certaine. La peur pousse à frapper avant d'être frappé. La transmission s'éteint. Si je ne crois plus que la parole donnée a de la valeur, je ne construis plus rien avec personne. Sans confiance, il ne reste que l'isolement ou la guerre. Pourtant, cette perte totale existe bien qu'elle soit souvent invisible, non pas parce qu'elle serait rare, mais parce que son intensité même la rend insoutenable sur la durée. Elle ne peut être qu'un état transitoire, un paroxysme de détresse qui, s'il se prolongeait, mènerait inévitablement à la désintégration psychique ou physique. En réalité, les conséquences citées plus haut, nous les connaissons tous à des degrés différents en fonction de dispositions précises. Elles se présentent le plus souvent sous une forme séquencée ou diffuse, parfois très intense mais rarement totale. Mais alors, que se passe-t-il lorsque cette confiance fondamentale se fragilise ou lorsqu'elle n'a jamais réellement pris racine? 2.2. La confiance fissurée. Lorsque notre confiance en l'humanité vacille, si tant est qu'elle ait été là, nous cherchons instinctivement des repères pour nous rassurer d'un côté ou de l'autre. Quand elle vacille, le doute installe d'abord une remise en question systématique de cette croyance face aux événements de la vie, puis une tension intérieure qui pousse à chercher à l'extérieur des signes capables de raviver la vision qu'on tente de préserver. Parfois, on s'accroche excessivement à la moindre preuve de bonté, de fiabilité ou de présence chez l'autre, comme pour ranimer une foi qui peine à tenir seule. Chaque geste positif devient une planche à laquelle on s'agrippe. Chaque attention minime symbolise une tentative de ranimer quelque chose de fragile. Or, dans ces moments de doute, ces signes se font souvent rares. Parfois même, ils semblent disparaître au moment où on en aurait le plus besoin. Mais cette recherche extérieure a un revers. Elle peut nous rendre dépendants de ces confirmations, comme si notre équilibre intérieur ne tenait plus qu'à elle. Nous passons alors beaucoup de temps à relever, espérer, attendre. Et alors, c'est l'inverse qui se produit. Quand nous ne sommes pas occupés à chercher les preuves qui nourriraient encore l'espoir, nous nous mettons à remarquer surtout ce qui le contredit. Le regard devient plus sévère, plus amer. Un mot injuste, une indifférence, un rejet, et tout semble venir conforter le doute initial et ainsi alimenter la croyance plus sécurisante que l'humain est définitivement mauvais. Dans la fragilisation, on cherche autant à se convaincre que à vérifier, et ces vérifications tournent souvent au désenchantement. Pour d'autres encore, lorsque la confiance en l'humanité n'a jamais vraiment existé, il ne s'agit pas d'un doute passager, mais d'une absence invisible car normée. C'est inclus dans une manière d'être au monde installée de longue date qui structure le rapport aux autres au quotidien. Cette posture n'est pas toujours, selon moi, perçue pour ce qu'elle est. Lorsqu'elle naît d'une confiance quasiment absente, elle est souvent incompréhensible vue de l'extérieur et se ressent comme un décalage important de l'intérieur si invisible. Quand elle vacille, on alterne entre espérer des preuves et observer les déceptions suspendues à ce que le monde nous renvoie pour savoir quoi croire. 2.3. Interrompre le cycle.
La fragilisation ou l'absence de confiance en l'humanité marque silencieusement notre rapport au monde. Lorsque l'espoir est projeté à l'extérieur, il devient conditionnel. Il repose sur la réaction d'autrui, sur ce que le monde nous renvoie. Dès le départ ou de manière progressive, nous plaçons une part de notre légitimité dans ces réponses extérieures. Nous attendons un retour, une sorte de compensation qui viendrait valider ce que nous portons encore en nous. Cette attente, souvent inconsciente, conditionne notre manière d'agir et de percevoir. Elle installe une dépendance subtile. Chaque geste devient une transaction silencieuse. Chaque attente, un fardeau supplémentaire. On peut l'observer dans des situations très simples. Imagine une grande place remplie de monde. La musique joue, mais personne ne danse. Chacun attend que quelqu'un d'autre ose, que l'élan vienne de l'extérieur. On guette un signe, une impulsion, une preuve que c'est possible. Mais comme tout le monde attend, rien ne bouge. L'atmosphère se fige et cette inertie devient elle-même une confirmation silencieuse. Il n'y a rien à espérer ici. Cette logique n'est pas spectaculaire, elle est insidieuse. Plus on attend des confirmations extérieures, plus la frustration s'installe lorsqu'elles ne viennent pas. Cette frustration renforce à son tour le doute ou le désenchantement, et le regard devient de plus en plus sélectif, repérant surtout ce qui contredit plutôt que ce qui nourrit. C'est ainsi que s'enracine peu à peu ce cycle vicieux. Doute, attente, déception, frustration, renforcement du doute. Quand l'espoir en l'humain s'éteint, c'est tout notre rapport au monde qui vacille. Ce n'est pas d'une simple déception, mais une fissure intérieure qui s'étend à tous les aspects de la vie. Je l'ai vécu personnellement. Il y a eu un moment où je ne croyais plus en les autres. La tristesse, la solitude, l'absence de partage semblaient tout engloutir. Ce que j'attendais des autres, du monde, de la bienveillance, de la profondeur, de la simplicité, de l'honnêteté envers moi, mais également entre les gens eux-mêmes, me paraissait hors de portée, presque utopique. Ce constat ne disait pas forcément tout de moi, ni tout des autres. Il était nourri à la fois par mon regard blessé et par des comportements réellement blessants autour de moi. C'était mon regard du moment, épuisé et désenchanté. Pendant un temps, j'ai observé le monde avec une amertume profonde, persuadé qu'il était vain d'attendre quoi que ce soit des autres et que toute tentative de connexion serait forcément décevante. Détaché du monde social, le monde apparaît toujours plus absurde. Ce qui avait auparavant toujours été relativement un choix, même contraint, était cette fois-ci clairement devenu un choix subi. Et pourtant, c'est dans ce désespoir qu'une révélation s'est imposée, au point où j'en étais, quitte à me sentir encore plus déconnecté, autant que ce soit en étant pleinement moi-même. J'avais toujours été relativement moi-même, prêt à payer le prix fort, mais je savais quelle partie précise de moi je n'avais jamais voulu exprimer dans toute sa dimension. Je me suis toujours voulu cohérent malgré mes contradictions. Alors je me suis mis face à mes propres paroles. Si c'est vraiment cela que tu loues, alors fais-le toi-même. Chapitre 3. L'espoir incarné. 3.1. L'espoir peut naître de soi. Si c'est vraiment cela que tu loues, alors fais-le toi-même. Si j'aimais réellement ces qualités, alors leur existence ne pouvait pas dépendre uniquement de ce que les autres faisaient. Ces gestes devaient pouvoir se suffire à eux-mêmes, car ils devaient déjà avoir une valeur pleine à mes yeux. L'important n'était pas de savoir si je le faisais déjà ou non. Le vrai basculement fut de comprendre que la décision d'incarner ce que j'attendais devait être prise indépendamment de ce que le monde renvoyait. J'étais honnête avec moi-même. Les actions que je voulais voir exister, ce qui avait de la valeur à mes yeux, n'engageaient que moi. Le partage, la bienveillance, la gentillesse envers les autres n'étaient pas pour moi synonyme de bonté. Je faisais simplement, comme tout un chacun,
ce que j'avais envie de faire. Ce n'est pas une idée abstraite qui m'a redonné confiance en les autres, mais un acte concret, celui de devenir ce que j'espérais tant rencontrer. En le faisant exister moi-même, je devenais chaque jour le témoin que ces comportements humains existaient. C'est ainsi que l'espoir a commencé à renaître. Naturellement, petit à petit, mon regard s'est rempli de confiance. Confiance en celui qui ne savait pas encore mais qui pourrait apprendre. Confiance en celui qui faisait souffrir sans s'en apercevoir mais qui pourrait évoluer. Confiance en celui qui, blessé ou non, blessait, mais qui pourrait peut-être un jour trouver la paix. Confiance en la capacité des humains à reconnaître leurs torts. Confiance, au fond, en la capacité des autres à manifester les actes d'humanité que j'aimais tant voir exister. La confiance n'était pas une transaction, c'était simplement la manière légère avec laquelle je parcourais le monde. L'espoir peut naître de soi, au sens où nous le vivons et le racontons. Cela ne signifie pas qu'il résistera à tout, ni qu'il durera face aux faits bruts de la vie et à notre caractère mouvant. Mais il peut exister comme un feu intérieur qui ne dépend pas entièrement des circonstances extérieures. Il se manifeste parfois comme une forme de persistance, faire exister malgré tout ce que l'on espère à un moment donné. Il ne s'agit pas d'attendre que le monde s'accorde pour y croire, mais de laisser émerger en soi la source même de cette espérance. L'espoir prend racine dans notre capacité à nous reconnecter à ce que nous désirons voir vivre. Ce n'est pas parce que le monde va mal que l'espoir disparaît. Ce n'est pas parce que le monde va bien que l'espoir apparaît. Il ne se déclenche pas uniquement en réaction à ce qui se passe dehors. Il est une posture intime, une harmonie intérieure, une direction personnelle et profonde, celle qui consiste à se reconnecter à ce que l'on veut voir exister, en s'ancrant dans ce qui nous inspire et nous motive, sans attendre de validation extérieure. C'est devenir un point d'origine, plutôt qu'un maillon réactif. Incarner ce qu'on aimerait voir n'est pas une posture héroïque ou morale. Ce n'est ni une ligne de conduite à suivre, ni une stratégie pour transformer le monde ou influencer les autres. Ces propos ne signifient pas si tu veux que les autres sois bienveillant, ou si tu veux que le monde change, commence par toi. Ces formules, souvent entendues, entretiennent l'idée que notre action serait un moyen d'obtenir un résultat extérieur. Or, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Incarner ce que l'on aimerait voir, c'est avant tout une cohérence intérieure, une cohérence simple entre ce que l'on veut voir exister dans le monde, ce que l'on peut faire exister et ainsi ce que l'on vit. Il ne s'agit pas de provoquer une imitation ou de donner une leçon, qu'elle soit vue, reconnue ou ignorée. Elle existe et elle suffit à prouver que ce que nous espérions est bien réel, au moins à travers nous. De cette posture découle naturellement une forme d'action particulière, le désintéressement. Quand l'espoir naît de soi, il n'a pas besoin d'être approuvé par l'extérieur pour exister. Le bienfait qui en découle n'est plus lié à une transaction, mais à une expression. Elle est inconditionnelle. Agir ainsi, c'est libérer son énergie des attentes pour la diriger entièrement vers l'acte lui-même. Qu'il soit petit ou grand, chaque geste se suffit à lui-même. Il porte alors en lui une conviction qui dépasse le calcul de ce qui pourrait advenir. Chaque geste est un acte de foi en ce à quoi l'on croit. La haine, la peur ou le désenchantement peuvent se propager rapidement. L'humanité, au sens des qualités humaines, se propage elle aussi, peut-être plus lentement, mais sûrement. Il suffit d'un seul être pour influencer toute une structure dans un sens comme dans l'autre. Cette foi en l'humanité ne repose plus sur une attente extérieure, mais sur une reconnaissance simple. Je fais partie de l'humanité, donc ce que je peux incarner, d'autres l'incarnent certainement déjà.
Ainsi, je renforce ma propre foi en l'humain à travers moi. Ces éléments éclairent une dimension intérieure et sociale vertigineuse. En réalité, cette logique ne vaut pas seulement pour des qualités dites positives. Chaque geste que nous incarnons, que nous posons, devient une preuve silencieuse dans notre univers de ce que les humains peuvent être ou faire. Ce que nous faisons finit toujours, d'une manière ou d'une autre, par nourrir notre propre perception de l'humanité, au moins à travers notre inconscient. Que nous en ayons conscience ou non, chaque acte posé est un message implicite adressé à son propre monde intérieur et à la dynamique sociale qui l'entoure. Si j'incarne certaines qualités humaines en conscience, je renforce ma foi dans leur existence et donc dans leur présence. Si j'incarne des comportements destructeurs, je renforce aussi la croyance que ces comportements appartiennent à l'humain. Mais de manière plus insidieuse qu'une simple appartenance, c'est croire de manière dominante que les autres vont me porter préjudice ou cherchent à me porter préjudice. Cependant, cela ne veut surtout pas dire que les comportements incarnés seraient fruits de volonté nécessairement consciente ou souveraine. Les comportements prennent racine dans des environnements sociaux, dans des blessures, dans des parcours de vie. C'est pourquoi, lors des moments difficiles, j'ai moins besoin de chercher des signes pour me convaincre que la compréhension d'autrui, la loyauté ou la solidarité existent. J'en suis témoin chaque jour. Par moments difficiles, j'entends ces situations où objectivement, certains environnements sont réellement dépourvus de certaines qualités. Un environnement peut nous faire douter de leur existence même et nous pousser subtilement à nous y conformer. Il peut également empêcher cette confiance en l'humain d'émerger ou encore la détruire de manière définitive. Lorsqu'un geste blessant ou une fermeture se présente, je peux le vivre sans remettre en cause ma foi au gré des comportements extérieurs. Elle s'ancre dans une confiance plus simple et plus tranquille. Ce que je cherche existe, je le vois, je le vis. À l'inverse, conditionner cette foi à des preuves extérieures revient à incarner précisément ce que l'on redoute, la disparition de l'humanité au sens de ses qualités. Si tout repose sur des conditions, alors l'espoir devient une transaction et non plus une force indépendante des facteurs immédiats. Nous cessons de l'expérimenter directement, ainsi nous ne pouvons en témoigner. C'est ainsi que notre monde intérieur se transforme. Tout n'a pas forcément besoin de changer à l'extérieur pour que l'espoir prenne corps et que nous puissions pleinement habiter notre vie. En choisissant d'incarner certaines choses, nous modifions aussi, parfois subtilement, parfois en profondeur, notre manière d'habiter le monde extérieur, d'y interagir et surtout de se vivre. 3.2. L'illumination par l'action. Il existe une chose que l'on ne comprend souvent qu'après l'avoir vécue, incarner ce que l'on voudrait voir dans notre univers ne nous permet pas seulement d'y apporter ce qui semble manquer, cela nous ouvre aussi les yeux sur tout ce qui existait déjà, mais que nous n'étions pas en capacité de voir. Joséphine, une jeune femme d'une trentaine d'années, avait longtemps vécu dans le désespoir. Accablée par les épreuves, elle avait perdu foi en l'humain. Assise sur le palier de son immeuble, les journées s'écoulaient entre pleurs et cris. Les voisins passaient, chuchotaient, détournaient le regard. Elle se sentait observée, jugée, abandonnée. Même sa voisine, autrefois proche, lui semblait désormais distante et froide. Des années plus tard, après un long et lent cheminement, Joséphine avait cessé d'attendre la compassion des autres. Elle avait choisi de l'incarner. Elle tendait la main, offrait son écoute, posait des gestes de bienveillance sans attendre de retour. Et c'est dans cette nouvelle posture qu'un jour, un événement anodin changea encore son regard. Partie faire des courses pour une amie clouée au lit par la maladie, elle croisa dans l'ascenseur de son immeuble un voisin en détresse, ivre, le visage fermé, les yeux rougis. Lorsqu'un filet d'alcool vint tacher son manteau, elle ne broncha pas. Aucun mot, aucun jugement.
Elle resta simplement là, droite, silencieuse, présente, et dans ce silence, quelque chose bascula. Elle se revit des années plus tôt, criant sur son palier. Elle repensa à cette voisine qu'elle avait crue indifférente et comprit soudain. Peut-être que ce silence, ce regard non intrusif, avait été une manière possible d'être bienveillante. Peut-être que derrière ce qu'elle avait interprété comme de la distance se trouvait une bienveillance discrète qu'elle n'avait pas su ou pas pu entrevoir. Parfois, nos propres douleurs nous rendent aveugles. Nous exigeons des signes qui existent peut-être déjà, mais que notre regard blessé ne perçoit plus. En décidant d'incarner ces qualités, nous en devenons les premiers témoins et nous apprenons à les reconnaître là où nous pensions qu'elles étaient définitivement absentes. L'espoir incarné n'est ni une injonction à changer le monde, ni une posture à adopter. C'est un angle de lecture sur l'une des dynamiques premières qui traversent l'homme, l'espoir, la foi, la confiance en l'humanité. La confiance est une énergie fondatrice. Elle colore l'expérience en de nombreuses dimensions et de manière considérable. Beaucoup vivent dans la confiance sans le formuler ainsi, mais selon l'environnement dans lequel on grandit ou selon les épreuves traversées, on peut ne jamais avoir rencontré cette confiance en l'humanité ou l'avoir perdue en chemin. Pourtant, si ce à quoi nous sommes sensibles existe en nous, il n'y a pas de raison que cela n'existe pas ailleurs. Peut-être que ces qualités sont simplement présentes dans des espaces que nous n'avons pas encore croisés ou que notre état actuel ne nous permet plus de voir ou pas de voir. Et peut-être aussi que ce que nous voulons tant voir du monde et des autres, il n'y a que nous qui puissions et devions nous l'offrir. C'est ainsi que nous participons tous d'une manière ou d'une autre à la dynamique sociale.